Bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue pour cette rencontre avec le cinéaste argentin Mathias Pinheiro, voilà, qu'on a grand plaisir à accueillir à la Cinémathèque de Toulouse dans cette 34e édition du Festival Ciné Latino. Voilà, je présente cette rencontre puisque cette rétrospective, Mathias Pinheiro est présenté en coproduction Cinémathèque de Toulouse, Festival Ciné Latino. Vous savez qu'on avait commencé à faire ça l'année dernière dans le cadre du festival avec Maria Augusta Ramos, qu'on avait reçu avec le festival. Et cette année, donc, c'est une programmation qui est conçue donc, entre la Cinémathèque et le festival. Et c'est une manière aussi voilà, de faire une proposition commune dans le cadre de Ciné Latino. Et voilà, depuis quelques années déjà, on parlait du travail de Mathias, qui revisite avec une grande liberté, qui réinvente même, on va dire, le lien entre théâtre et cinéma, qui revisite les pièces de Shakespeare et qui, au passage, d'ailleurs, nous révèle des actrices vraiment magnifiques. Et voilà, on avait envie de travailler autour de cette œuvre, et c'était aussi l'envie du festival. Donc voilà, c'est chose faite cette année. Et un moment donc d'échange, de rencontre. Et j'espère d'ailleurs aussi un moment qui vous donnera envie de découvrir les films. Je ne sais pas si voilà, certains d'entre vous ont déjà vu quelques films de Mathias, mais allez-y, allez vous perdre dans ces œuvres qui sont effectivement pas toujours faciles d'accès, mais qui vraiment vous parlent de cinéma, de théâtre aussi, et qui sont vraiment passionnantes. Donc un moment d'échange avec Olivia Cooper-Adjian, voilà, qui est critique au Cahier du cinéma, qui va animer cet échange avec Mathias. Et puis ensuite, Cédric participera aussi à ces discussions, Cédric Lépine, de Ciné Latino. Voilà, je vous remercie, et puis merci à Olivia d'animer cet échange. Bonsoir à tous. Une petite question aussi au public avant de commencer. Nous avons un interprète. Est-ce que tout le monde parle français? Oui? Je pense que c'est pas clair, oui. Ouais. Donc il y a des personnes qui ne parlent pas français. Donc on a la chance d'avoir Muriel, qui nous accompagne sur plusieurs projections, qui fera la traduction du coup, non pas... Oui, on a plus de temps en français, on va parler en français. Et tu fais la traduction en espagnol? En espagnol? Espagnol. On va le faire comme ça. Donc oui, donc bienvenue à cette séance, je ne sais pas si on peut parler de masterclass, en tout cas un moment de rencontre, puisque le thème aussi du festival, ce sont les rencontres. C'est-à-dire que vous voyez les films, donc il y a une rétrospective qui vous est faite là. Pour certains d'entre vous, vous avez déjà pu les découvrir, il y a déjà eu des projections donc, cette année, mais aussi c'est aussi un suivi de la part de Ciné Latino au long cours. La plupart de ces films, il y a quelques inédits, mais la plupart de ces films ont été diffusés par le Festival Ciné Latino. Vous avez des inédits, El Hombre Robado, qui n'a pas encore été diffusé, il est là, et c'est aussi ces derniers films vous sont présentés dans le cadre de cette rétrospective. Mathias était déjà venu aussi, il y a 10 ans, là maintenant, on l'a mis en valeur au sein d'une programmation du cinéma argentin indépendant, cette vague qui apparaissait. Et c'est aussi intéressant aussi, ces dernières années, Ciné Latino avait mis en valeur, dans le cadre de la programmation Tramirada, le cinéma argentin indépendant à travers des figures singulières, qui étaient Mariano Yinas. Donc c'est vraiment aussi une manière aussi de produire un cinéma indépendant, et Alejo Mogiansky. Donc il y a une continuité aussi de la part du Ciné Latino à aller explorer ce cinéma latino, ce cinéma argentin autrement à travers son indépendance. Je tiens aussi à souligner aussi, donc merci aussi à la Cinémathèque de créer cet événement, parce que la Cinémathèque est une institution pour faire vivre, pour donner aussi une répercussion à cette présence de Mathias Pinheiro en tant que cinéaste, parce que donc ce soir la rencontre est filmée, elle sera diffusée, donc ce moment d'échange aussi pour découvrir son cinéma existe en temps réel, et aussi en tant qu'archive, et avec cet espoir aussi que ça devienne aussi un moment d'université populaire avec la diffusion de cette captation. Voilà pour le cadre. Rappelez aussi que parmi la programmation, vous aviez eu Hermia y Elena, c'était le film qui avait été en compétition officielle il y a quelques années à Ciné Latino. Et pour le reste, bon, je vous invite à découvrir effectivement tous les films lors de leur programmation en salle. Voilà, nous allons commencer ce moment d'échange. Donc j'ouvre la discussion. Moi je suis un intermédiaire. Nous avons effectivement Olivia des Cahiers du cinéma, programmatrice aussi au Réel, qui va
développer aussi son regard aussi sur le cinéma de Mathias Pinheiro avec l'idée de découvrir son cinéma. Voilà, je vais commencer, c'est une question aussi qui définit beaucoup aussi Mathias, c'est son lien à Shakespeare. Et cette obsession aussi de Shakespeare, c'est pas non plus le premier, parce qu'il y avait aussi Orson Welles, Laurence Olivier, mais il y a quelque chose aussi où on vient interroger d'un film à un autre Shakespeare. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Bueno, primero que nada, agradecerles que estén aquí y también agradecer al Festival de Cine Latino y a la Cinemateca de recibir a las películas, que es el trabajo de un grupo de personas, no solamente mío. Hay una tendencia a proyectar a los directores, claro, y todo bien, pero hay que tratar de no olvidarse. Que es un trabajo colectivo y que si sucede es por eso, es gracias a eso. Sobre todo teniendo en cuenta esta noción de lo independiente que mencionás, ¿no? Como si las películas son posibles es por este acuerdo entre un grupo de personas, ¿no? Que hace ahora ya 15 años que hacemos películas juntes. Donc merci à vous d'être ici et merci à Ciné Latino et merci à la Cinémathèque d'accueillir les films. Et je ne vais pas dire mes films parce que justement je veux mettre en valeur que c'est un travail de groupe, que le cinéma c'est toujours un travail collectif. On a un peu tendance à mettre en valeur uniquement le réalisateur, et ok, mais je pense que c'est important aussi de rappeler et surtout dans le travail dans le cinéma indépendant, que c'est un travail d'un collectif. Et dans mon cas, ça fait déjà 15 ans qu'on travaille ensemble. Y Shakespeare. Bueno, recién se pasó El hombre robado, que es mi primera película, donde yo estaba como me interesaba, me inquietaban unos textos de otro escritor, y de repente en la en la quinta escena hay un ensayo de Otelo. Y yo ahí no había leído el Shakespeare de la escuela, ¿no? De la escuela secundaria. Y entró. ¿Por qué entró? Por este grupo de personas, ¿no? Esa es una obra que están ensayando las personas. María era Desdémona, ¿no? Y estuvieron ensayando a lo largo de 2 años esa versión de Otelo, y en un momento apareció el personaje del novio, y entonces, bueno, era actor, entonces que entre, y cómo mostramos lo que hace, están ensayando, incluimos la obra, y se va tejiendo la ficción con lo que nos rodea. Entonces tiene que ver con una cercanía, una posibilidad, un hacer posible, que hace que no sea tan peculiar que eso pueda estar en la pantalla, por un lado. Donc par rapport à Shakespeare, donc très récemment vous avez montré ici au festival El hombre robado, qui est donc mon premier film. Et au début je travaillais sur des textes d'un autre écrivain, et à peu près à la 4e ou 5e scène, les personnages commencent à étudier, à répéter des scènes d'Othello. Et donc c'était Desdemone, c'est ça? María, la principale. Voilà. Voilà, Maria jouait donc le personnage de Desdémone. Et donc voilà, pendant plus de 2 ans, on a répété cette pièce. Et à un moment, le personnage du petit ami aussi est apparu. Et ben en fait, petit à petit, on a pu inclure ce qui se passait dans la vraie vie et ce qui se passait à la fiction. Et donc c'est ce tissage-là qui est intéressant aussi, et de rendre possible la fiction. Y luego, por algo de unas películas donde las personas hablan mucho, no sé qué, un conocido me dijo, vos tendrías que hacer Sueño de una noche de verano, que a mí me pareció como un comentario como que no entendí muy bien. No lo sentí medio lejano eso, pero me quedó como retumbando. Creo que ahí está el eco también de María, Alberto, Daniel haciendo Shakespeare por un lado, y en el momento de hacer mi segunda película, Todos mienten, me elegí dos compañeros de escritura para el guión, no para copiar nada, sino como justamente de cosas muy diferentes.
Uno es un escritor contemporáneo mexicano-peruano, Mario Bellatín, y otro era uno un poco más antiguo, Guillermo Shakespeare. Porque nunca lo había leído, nunca lo había leído, ¿no? Lo había leído en el colegio. Entonces, viste que está en el folio, está todo el catálogo. Entonces, me gusta, soy un poco sistemático y empecé a como leer todo. Y encontré ahí estos roles que no me los esperaba, que son los roles femeninos en las comedias de Shakespeare. Encontré que había algo que me interesaba particularmente, una atracción, una pulsión, una transfusión, ¿cómo se dice? Una proyección, si querés, que dije, quizás se puede hacer algo con esto. Et donc, quand j'ai commencé à préparer mon second film, donc Todos Mienten, j'ai fait appel à deux co-scénaristes. Un qui est un écrivain contemporain péruvien-mexicain qui s'appelle Mario Bellatín, et un autre qui est un peu plus vieux qui s'appelle William Shakespeare. Et donc, en fait, j'avais jamais lu Shakespeare en dehors de ce que j'avais appris à l'école. Et bon, vu que je suis un peu obsessionnelle, j'ai commencé, en fait, j'ai tout lu. J'ai lu toutes ces pièces et j'ai été complètement épatée par les rôles, et en particulier les rôles féminins. Je m'y attendais vraiment pas à avoir ce type de rôle-là dans les comédies de Shakespeare. Et il y a eu une espèce de pulsion, enfin peut-être même une espèce de projection dans ces personnages qui m'a vraiment intéressée. Et je me suis dit qu'il fallait vraiment que je fasse quelque chose avec ça, quoi. Y es una proyección que se estimula al ver que hay algo de Rosalinda, de como les guste, en María Villar. Ver que hay algo interesante en fotografiar a María Villar, que es una de las actrices de las películas que hacemos. Hay algo interesante de fotografiar a este cuerpo, esta voz, con estos textos, ¿no? Después voy a encontrar que también hay algo interesante en la traducción, ¿no? Después también voy a estar interesado en una noción ontológica del cine que es su impureza, ¿no? Su mixtura, su relación con las otras disciplinas, que creo que ayuda a expandir las posibilidades de lo que el cine puede hacer. Entonces es una conjunción de cosas que me llevan a encontrar en Shakespeare ese dinamizador. Es una conexión por el lado de la lectura, de que cómo hay algo del disfrute que yo tengo leyendo, a ver cómo eso puede estimular una narración en el cine, con imágenes y sonidos, y por el lado esta relación con les actores, actrices, actores, donde encuentro una caja de resonancia, ¿no? Como desde María Villar con Rosalinda, Agustina Muñoz con Viola y Julián Larquier con La Princesa de Francia, ¿no? Hay algo de conocerles que me hace pensar, va a ser interesante hacer este cruce y fotografiarlo y poner un micrófono. Puedo repetir lo que quiero. Creo que está bien. Y si falta algo, puedes adicionar. Donc voilà, quand j'ai découvert donc ces textes, je me suis rendu compte qu'il y avait des liens qui pouvaient exister et que María Villar, qui est donc une des actrices qui joue dans tous les films, en fait, je me suis dit que j'avais vraiment envie de la voir à l'image en disant ces textes-là, en particulier, d'entendre cette voix, de voir ce corps dire ces textes de Shakespeare. Et je commençais aussi à m'intéresser aux questions de la traduction et en fait, finalement, à l'impureté du cinéma qui mélange qui est un mélange de disciplines. Et je me suis intéressée à cette idée qu'en intégrant le théâtre dans le cinéma, c'est peut-être une manière aussi, et le théâtre et la littérature, c'est peut-être une manière d'étendre, d'avoir une expansion de ce que pourrait être le cinéma. Et voilà, moi j'ai vraiment un plaisir très intense à lire. Et je me suis dit, comment est-ce que je pourrais retranscrire ça avec du son, avec des images, et donc à travers ce média qui est le cinéma. Et aussi la relation qui peut exister entre un acteur, une actrice. Comment est-ce que ces corps-là peuvent devenir des caisses de résonance de ces textes et de ces personnages.
Y a diferencia de Orson Welles, además de las muchísimas, de todas quizás, o de Laurence Olivier, no soy actor, no vengo del teatro. No tengo esa pasión, digo, me encanta verlo, he participado, digo, el círculo de amigues como están muy metidos ahí, y en un cierto tipo de, también de teatro, un teatro como off en su momento, hace 15 años, que creo que el cine independiente, en cierto momento, se nutrió mucho de esa metodología de producción del teatro independiente en Buenos Aires, ¿no? Y ahí mencionarlo Mariano Ginás o Alejo Mogiansky no es inocente, ¿no? Creo que hay algo que el cine independiente aprendió del teatro independiente, en términos de producción y en términos de puesta en escena y de propuesta, ¿no? Como, ahí también hay como un link que une a varios. Et contrairement à Orson Welles, par exemple, et à d'autres cinéastes, moi, je ne viens pas du théâtre. Je ne suis pas acteur, je ne suis pas comédien. Et bien sûr, je baigne dans ce milieu-là. J'ai plein d'amis qui sont des théâtreux. Mais il y a une chose qui est importante aussi et intéressante dans le cinéma indépendant argentin, c'est que pendant une grande période, en fait, le cinéma s'est vraiment nourri et a vraiment beaucoup appris des différentes méthodes du cinéma, du théâtre indépendant, et notamment sur ce qui est les méthodes de production, ainsi que la mise en scène. Et je pense que ce lien-là aussi est important. Et c'est vrai que c'est une des choses qui fait la singularité de votre travail, ce rapport au texte et à l'œuvre littéraire qui n'est jamais une adaptation, mais qui est plutôt une façon d'importer une matière dans le film, et de la frotter cette matière donc à des lieux, à des corps, comme vous le disiez. Et je pense que ce travail-là de confrontation, comme ça, comme un bloc qui vient dans le cinéma, c'est aussi, finalement, ça définit aussi votre rapport au personnage et à la narration d'une certaine façon, puisque je trouve que dans vos films, les personnages sont assez insaisissables. Et finalement, on n'en prend que ce qu'on peut en prendre, c'est-à-dire ce qu'ils nous disent, mais finalement ce qu'ils pensent, ça reste très très mystérieux. Sí, y conecto un poco lo que decís con algo que es la idea de la distancia. Como hay algo de no, es un pequeño pensamiento que puede ser limitado, pero esta idea de no venir del teatro, creo que y por ejemplo estar más conectado con la lectura, entrarle por el lado de la lectura, creo que hace que en la propuesta que terminamos haciendo haya una distancia, haya ese misterio. No digo que no pueda verlo desde otras formas, pero creo que en el caso de las películas, esos huecos, esos desvíos, esa distancia viene justamente de no estar completamente embebido, completamente tomado, ¿no? Como, y que harían cosas diferentes. No, una cosa no hay una jerarquía, es simplemente metodologías diferentes y una gestualidad diferente, un responder diferente. Digo, la idea de que cuando estás viendo las películas nunca es Viola. Nunca estás viendo a Agustina Muñoz haciendo de Viola, o estás viendo una actriz haciendo de... Nunca estás completamente como tomado por la fantasía de la trama, que supongo que cuando Shakespeare y esos actores lo están haciendo, querían que el espectador estuviera completamente metido, ¿no? Y que lloraran, que gritaran, que le tiraran cerveza, no sé, como... Y acá es otra cosa, digo, y creo que tiene que ver... No sé, yo lo pienso en relación a esta relación con la lectura, que es algo un poco más distante. En principio siempre tu voz haciendo todos los personajes, eso casi es brechtiano. Je pense que cette idée, ça vient du fait qu'en fait, il y a une certaine distance. Comme je l'ai dit, moi, je ne viens pas du théâtre et je ne viens pas du monde de la comédie, mais j'ai abordé plutôt le théâtre à travers la lecture. Et donc, je pense que c'est ça qui aussi peut mettre cette distance et qui fait que la proposition cinématographique qu'on fait a cette distance ou ce peut-être mystère dans les personnages. Et je dis pas qu'il y a pas de hiérarchie, il y a pas des choses, il y a pas des différentes manières. Enfin, il y a plein de différentes manières de faire. C'est des méthodologies différentes, mais il y a aucun jugement. C'est voilà, juste des manières de faire différentes. Et par exemple, comment ça s'appelle l'actrice qui a ces viola?
Agustina Muñoz. Agustina Muñoz, quand le spectateur voit Agustina Muñoz jouer Viola, je pense que le spectateur n'est jamais complètement pris par... on se dit pas, ah oui, c'est vraiment Viola qu'il y a à l'écran. Il y a toujours cette petite distance. Je pense que quand Shakespeare faisait jouer ses acteurs et ses actrices, il y avait une autre incarnation peut-être. Et en tout cas, voilà, je pense que cette distance, ça vient de ma relation à la lecture. Sí. Quizás ni siquiera, porque era bastante raro el teatro isabelino. Pero no sé, en un teatro más naturalista, ¿no? O en un cine más naturalista, hay una idea de, ahora no me sale la palabra, pero de estar como completamente tomado, ¿no? Sí, el efecto de ilusión, que creo que en las películas no va por ahí, ¿no? Donc, bon, peut-être que c'est pas tout à fait ça, parce que le théâtre élisabétain, c'était assez particulier, mais en tout cas, dans le cinéma naturaliste que je défends, je cherche pas à ce que le spectateur soit complètement absorbé par l'illusion du cinéma, en fait. Sí. Pero al mismo tiempo hay un juego, hay un interés sensorial, hay un interés por una musicalidad, hay interés por un equilibrio, por un balance, por un movimiento constante y por un enigma, ¿no? Me gusta la palabra misterio que utilizás, porque es como que siempre hay un hueco y ese hueco hace que siempre se mantenga algo en movimiento, ¿no? Nunca hay una ilusión que es completa y que... entonces como que creo que la manera de trabajar que tenemos es esa que necesita mantenerse en constante movimiento. Por eso a veces no paran de hablar, o a veces la cámara no para de moverse, o a veces la película no para de cortar a una escena u otro plano, ¿no? Tratando, no sé, a veces siento que es como un trabajo de equilibrista, un poco. Armar las películas, más que una trama, por ejemplo, ¿no? Si bien algunas de las películas son bastante tramescas, pero hay algo de cómo se mantiene el interés a lo largo de un cierto tiempo, girando un poco entre ciertos estímulos o cierto vacío en un punto. Un poco abstracto. Podemos bajar un poco. Et en tout cas, il y a quelque chose avec lequel j'aime bien jouer, c'est cette idée j'ai un intérêt pour le jeu, les sensations, le sensoriel, le mouvement, la musicalité, l'énigme. C'est vrai que j'aime bien l'idée de mystère dont tu as parlé. Et en tout cas, dans mes films, à chaque fois qu'il y a un trou, qu'il y a un vide, on essaye de remettre les choses en mouvement. Et c'est pour ça que des fois que les personnages ne font que parler ou que la caméra fait que bouger. On essaye vraiment de toujours garder cette idée-là de mouvement. Et je pense que faire du cinéma, c'est peut-être la manière dont on le fait, c'est peut-être un travail d'équilibriste aussi, plus que vraiment se concentrer sur la trame narrative. Et c'est comme ça qu'on arrive à maintenir l'intérêt du spectateur dans le film. Donc c'est d'avoir cet équilibre entre des stimuli et des vides. Y un poco ese vacío, ese misterio, es una invitación al baile, ¿no? Es como para que el espectador entre en diálogo con la película, ¿no? Como las películas, mismo cuando yo las estoy empezando a armar y convocas a un equipo, es como una invitación a un baile. Y bueno, cuando uno las proyecta es parecido. Uno necesita de un espectador activo que esté queriendo relacionarse con esos vacíos, con esas dudas, qué está pasando, qué está haciendo, quizás esto, quizás lo otro, y eso para mí la narración es un poco ese diálogo, no está solamente en la pantalla, digo, por eso hablaba como de estímulo. Ahora iba a decir una cosa y me olvidé. Et donc voilà, quand il y a ces vides ou ces trous, c'est ma manière en fait c'est une invitation à danser d'une certaine manière. C'est mon invitation à
c'est une invitation au spectateur à dialoguer avec le film. Quand je commence à préparer un film et que je compose l'équipe qui va m'accompagner, c'est une invitation à danser. Quand on projette le film, c'est une invitation à danser, ou en tout cas à ce que le spectateur entre dans un dialogue ou entre en relation avec ce qui se passe à l'écran. Voilà, donc je demande à ce que le spectateur soit actif et qui se demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça, pourquoi ça bouge. Et en fait, c'est aussi une manière de créer une nouvelle narration. Y quizás en algún momento la idea de movimiento era lo que me estaba inquietando, esa manera de hablar, y Shakespeare me lo dinamizaba, por ejemplo, o los movimientos de cámara, y después, quizás ahora, dado que estoy en medio de una serie, ¿no? De una serie de películas alrededor de los personajes femeninos de Shakespeare, las series también requieren variaciones, ¿no? Repeticiones y variaciones. Y en ese sentido, en las últimas películas, estuve como problematizando esa idea de movimiento, por ejemplo, la idea del silencio, ¿no? En Sycorax, o la idea de los planos más fijos, al revés, bueno, en las dos está, la idea de silencio en Isabela y la idea de los planos fijos, por ejemplo, en Sycorax. Como que todo es un poco más mixto siempre, ¿no? A veces me escucho a mí mismo hablar y es como que decís, ¿qué estás diciendo? Pero hay algo del movimiento constante, mismo si es ahora trabajar un ritmo más reposado. Eso también es un equilibrio. Digo, no es todo el tiempo estar moviendo. Entonces, es como trabajo constante. Et donc cette idée de mouvement constant arrive à un moment où quand même ça me préoccupait un peu, ça m'inquiétait. Et là maintenant je suis en train de faire une série de films sur les personnages féminins de Shakespeare. Et comme dans toute série, il faut à la fois des répétitions mais aussi des variations. Et donc c'est pour ça que par exemple dans Isabella, j'ai travaillé plutôt l'idée du silence. Dans Sycorax, j'ai plutôt travaillé des plans fixes, et donc c'est un équilibre dans cette recherche du mouvement constant, mais voilà. Effectivement, c'est quand même un défi assez important d'arriver à faire des films qui ne reposent pas sur l'empathie, forcément, l'identification, mais plus qui ouvre un espace de jeu, de danse ou de jeu, on pourrait dire. Et ça ouvre aussi à une dimension peut-être plus philosophique par moment, parce que je trouve que tous ces jeux un peu de masque, de dissimulation, de rôle, ça questionne beaucoup sur qu'est-ce qu'on peut être, et j'ai l'impression que c'est un peu la question souterraine dans tous ces films qui sont très différents par ailleurs, mais qu'est-ce qu'on pourrait être d'autre que ce qu'on est, et est-ce qu'on est en train de vivre la bonne vie? Sí, estoy pensando. Bueno, hay una película que se llama Todos mienten. No sé, lo que pasa es que tampoco quiero devenir tan abstracto, pero hay algo interesante en la narración, en la idea de la mentira, en la idea del doble, en la idea del pliegue, que algo de que en oposición con una idea de totalidad, o de como que le encuentro como esa gracia de movimiento. Digo, entonces esta idea del jugar roles o del teatro, creo que entra por ahí también, porque qué interés puedo llegar a tener. La idea de ver en El hombre robado un momento donde María está mintiendo, y que como filmar una mentira es filmar dos cosas, ¿no? Es como en la mentira se afirma también la verdad, pero invertido. Digo, no sé, hay algo de esos dobles, esos pliegues que me generan ese movimiento que me interesa en la imagen. Digo,
Y creo que eso hace narración, no sé, eso me hace sostener una narración. Después están las tramas y las cosas, y a veces te pasás 2 pueblos, digo, no sé, como acabo de sí, a veces a veces está mejor, a veces está peor, y por eso querés ir filmando. Porque cada película va reescribiendo la anterior un poco, una película llama a la otra, digo, a veces le pegás mejor, ¿no? A veces la acertás más en el centro, otras veces menos, pero es siempre esta idea de cómo mantener algo vivo en la pantalla y que sea, sí, y que sea esa especie de, y que mantenga un misterio. Perdón volver en lo mismo, pero no sé, me ayuda a pensar. Bah d'ailleurs, j'ai un film qui s'appelle Todos mienten, donc tout le monde ment ou ils mentent tous. Donc, je vais essayer de ne pas être complètement abstrait dans cette réponse. Donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est très intéressant dans l'idée du mensonge, dans l'idée du double, dans l'idée du jeu d'acteur. De jouer un rôle, et donc je pense que c'est vraiment pour ça que le théâtre m'intéresse aussi. Et par exemple, dans El hombre robado, on voit Maria qui ment, enfin, donc je filme un mensonge, et en fait dans un mensonge on filme 2 choses, on filme le mensonge, mais on filme aussi la vérité en négatif. Et donc voilà, je pense que il y a quelque chose de nouveau en fait du mouvement qui m'intéresse, qui est cette idée que quand on fait un film, il y a des choses où on se dit mais je pourrais le refaire comme ça, je pourrais le faire mieux comme ça, je pourrais le faire ou là ça s'est mal passé, ou peut-être, et donc en fait un film en appelle un autre, et on a envie de mieux faire dans le prochain ou de faire différemment dans l'autre, et donc c'est toujours cette idée de réussir à conserver des choses vivantes à l'écran, de conserver ce mouvement et ce mystère. ¿Y qué es lo verdadero? También, ¿no? Que estamos hablando en un punto. Hay una película, en Viola, termina con una voz en off que entra y dice, se ve una imagen simple de 2 personas cantando, y una voz en off que viene y dice, en ese momento verdaderamente lo quería, ¿no? Y que el verdaderamente está puesto bastante a propósito, como un poco qué querría decir verdaderamente querer a alguien, ¿no? Y sobre todo estarlo diciendo tiempo más tarde cuando ya no lo querés más. Entonces jugar con esas ambigüedades, otro término que me interesa es esa ambigüedad, digo, no es que es la mentira para mentir todo el tiempo, sino en ese juego, esa danza entre fronteras un poco difusas. Me parece que el cine tiene esa cosa interesante que viene de la fotografía, ¿no? Y esa cosa como de una supuesta objetividad, y cómo se juega con eso, ¿no? Cómo lo imprimís, porque después el cine es como eso, punto de vista. Subjetividad, una experiencia inmersiva en una subjetividad, ¿no? Algunas más contrarias que otras, como decíamos, como de la empatía y la identificación, pero creo que esa voluntad de mantener cierta ambigüedad también es como algo, un elemento como que me inquieta y que hace que con eso se vaya tejiendo la narración de las películas, digo, cómo las películas narran. Sin ser del todo irónicas, que tampoco me interesa una ironía, ¿no? Sino más bien como una paradoja, quizás. Et on peut aussi se demander, c'est quoi la vérité, qu'est-ce qui est vrai. Et par exemple, dans Viola, le film se termine sur une image des 2 personnages en train de chanter, et il y a une voix off qui rentre et qui dit à ce moment précis, il l'aimait réellement, vraiment. Et alors que c'est le moment où en fait il s'aimait plus. Et donc qu'est-ce que ça veut dire aussi de plus aimer quelqu'un? Enfin voilà, il y a toute cette ambiguïté en fait qui m'intéresse vraiment, et cette idée de jouer avec des frontières qui peuvent être un peu floues. Et d'ailleurs, faut pas oublier que le cinéma, ça vient
ça vient de la photo, et donc il y a toute cette idée-là aussi qui peut être qui est intéressante à travailler, et en tout cas avec lequel j'aime jouer. Et le cinéma, c'est évidemment toujours un point de vue, une subjectivité, c'est une expérience immersive dans une subjectivité particulière. Et voilà, en tout cas, c'est cette ambiguïté, cette recherche de l'ambiguïté d'une certaine manière qui m'inquiétait et qui du coup me motivait à maintenir dans la narration toujours cette idée-là de mouvement, sans rentrer dans des choses ironiques, parce que l'ironie ne m'intéresse pas vraiment, mais c'est plutôt le paradoxe qui m'intéresse. Y esta cosa como de la fotografía como supuestamente objetiva, la Ah oui. paradoja de Oui, algo c'est ça. supuestamente objetivo, ¿no? Una huella de la realidad que en realidad después es una subjetividad. Oui, donc c'est ça. Le ciné, donc ça vient de la photo, et donc la photo, on a cette illusion-là de l'objectivité, ou en tout cas cette idée-là que la photo est objective, et donc le cinéma peut amener cette subjectivité que voilà. Como ese cruce, o sea, utilizar esa idea de objetividad para producir subjetividad. Donc utiliser cette idée de l'objectivité pour en final produire de la subjectivité. Parce qu'effectivement, les personnages, même s'ils mentent régulièrement, ne sont pas du tout machiavéliques. Enfin, c'est pas vraiment la question. C'est plutôt comme une sorte d'écart entre soi et soi-même. Et ça a aussi à voir avec la présence d'une sorte de contingence, enfin, du hasard aussi qui peut intervenir souvent. Et je me demandais par rapport à ça, est-ce que l'importance des lieux de tournage, parce que c'est quand même des films qui sont beaucoup tournés dans des espaces publics, des parcs, la piscine municipale, tout ça. Sí, la piscina. y la gente, ¿no? Los lugares, y digo, yo sé que con el tiempo cada vez los guiones se fueron escribiendo más cerca de la fecha de rodaje, a pesar mío, digo, no sé, preferiría tener el guión mucho tiempo antes y poder trabajarlo un montón, pero no se da así. Y se ve que no se da así por algo. Y entonces están cada vez más cerca, la escritura y el pensar y el desarrollar están cada vez más cerca del rodaje. O sea, está cada vez más como caliente la cuestión. Y si bien yo puedo pensar bastante estructuralmente, yo cuando pienso las películas, cuando entiendo que tengo una película por hacer es porque entiendo la estructura un poco de la película. O sea, hay algo un poco cerebral, hay algo un poco distante en el comienzo del proyecto. Pero después, por eso es tan importante los espacios y las personas, para justamente como doblar esa rigidez, digamos, ¿no? Forzarla hacia otro lado, hacerla florecer un poco, ¿no? Entonces hay un interés en filmar en la calle, igual también es filmar en la calle, que no es como que da ilusión de que es la realidad, no pero sí algo por ejemplo, sí agotar un espacio, ¿no? Si yo filmo acá, o tengo que filmar no sé, en Toulouse, ponele, bueno, elegiría seguramente ese bar donde voy, ¿no? Y esa calle que es donde voy a ver a mi amigo, ¿no? Porque vi que el sol pega de cierta manera, y no sé, y una montaña cerca, ¿no? Porque es interesante también salirse de la ciudad. Y cuando voy a esos lugares, trato como de que no pasen desapercibidos, como que me gusta fijarme como en un detalle de la calle, en el cartel de no sé qué, en los árboles, no sé cuánto, después aparece el personaje, ¿no? Como siempre tratar de ir metiendo estas otras cosas que están por fuera de uno, que los actores están por fuera de mí, entonces aprovechar eso, es bonito, eso que ellos, que muevan tus ideas, ¿no? Si no, ahí por eso digo lo de colaboración, como yo puedo tener mucho como input, digamos, pero después es fundamental que eso se cambie. Entonces, tanto los espacios que te determinan, la cámara no la puedes poner en cualquier lado acá. Yo por lo menos no soy alguien que pueda poner la cámara en cualquier lado. Como hay lugares que sí, lugares que no. La narración te limita también. El espacio te determina, los actores te determinan. Esas determinaciones son positivas, esas limitaciones son positivas. Los límites como algo positivo y creador, ¿no? De ahí ese interés en acabar un espacio o fotografiar un movimiento, una mano, una voz, como...
Pardon, me passé. Au plus je fais des films, et en fait, au plus le processus d'écriture du scénario se rapproche du moment du tournage. Donc c'est un peu malgré moi. Mais bon, si ça se passe comme ça, c'est qu'il y a probablement une raison, et en tout cas j'essaie de le prendre comme ça. Et donc en fait, le moment où j'écris, le moment où je pense, et le moment où je développe en fait mon film est toujours de plus en plus proche du moment du tournage, donc les idées sont toujours de plus en plus chaudes, le moment, par rapport au moment du tournage, je veux dire. Et donc voilà, il y a forcément à ce moment-là de l'écriture quelque chose d'assez cérébral, où en fait je comprends le film que je dois faire une fois que j'ai compris sa structure. Et donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose de cérébral, et donc j'ai besoin d'avoir les espaces et d'avoir les personnages pour donner forme à ce moment qui n'existe pour l'instant que dans ma tête. Et d'ailleurs, par exemple, c'est intéressant de filmer dans la rue, parce que filmer dans la rue, ça donne une illusion de la réalité. Et moi, j'aime vraiment cette idée aussi d'épuiser un espace. Par exemple, si on me disait que je devais tourner dans Toulouse, je choisirais ce bar où j'ai l'habitude d'aller, cette rue qui mène à la maison de mon ami, parce que j'avais déjà remarqué que à telle heure la lumière arrive comme ça sur tel bâtiment, et que ça me plairait de le filmer. Et puis on pourrait aussi aller filmer une montagne dans les environs, parce que je trouve que c'est toujours intéressant aussi de sortir de la ville. Et j'essaye toujours que ces espaces, de filmer des détails de ces espaces, afin qu'on puisse y prêter vraiment attention, et que ce soit pas juste un élément de décor. C'est-à-dire que je vais filmer un détail de la rue, par exemple un trou qu'il peut y avoir, une affiche sur un mur, et en fait tous ces détails qui font que la ville est hors de moi, n'est pas moi, mais en fait les acteurs aussi ne sont pas moi. Donc j'aime bien cette idée-là aussi, qui a une certaine collaboration, que moi j'ai beau mettre tous mes inputs en français, en très bon français. Comment on dit input en français ? Mes ressources, ouais. Mais c'est vraiment fondamental d'avoir justement cette collaboration avec les acteurs et avec les espaces pour changer la proposition que moi je fais. Et en fait, les espaces sont des limitations, les personnages sont des limitations, c'est-à-dire que moi je peux pas arriver et je peux pas mettre ma caméra n'importe où. Je suis pas ce genre de cinéaste-là. Il y a des limites en fait dans l'espace qui font que la caméra peut aller que dans cet angle de vue-là. Et en fait, moi, je trouve que les limites sont vraiment très, très positives. Moi, je vois ça comme une manière de créer. C'est comme un acte, du coup, plus créatif. Voilà. No va a hacer falta que yo venga. Nunca más. On se rapproche tout doucement de l'heure de la fin de notre rencontre. Il nous reste 10 minutes, voire un petit quart d'heure, si on peut être gourmand. Et donc, c'est aussi le moment aussi de partager avec le public, qu'on ne soit pas dans l'entre-soi, dans nos abstractions, dans nos idées. Donc, n'hésitez pas, vous aussi, le public, avez découvert ces films sur le long cours. Et est-ce qu'il y a des questions ? Je peux apporter le micro. Non, pas de questions, pas de remarques particulières. Donc, on continue à parler entre nous ? Ouais. Peut-être un autre thème pour revenir peut-être sur l'incarnation et le côté aussi, l'exploration féminine. Shakespeare, il a aussi des pièces qui sont portées par des hommes et des hommes qui sont obsédés par le pouvoir. Macbeth, Othello, à la fois sur le politique, sur le pouvoir politique, sur le pouvoir de la femme, notamment Othello, et le fait aussi d'explorer aussi autre chose à travers l'univers féminin. Cette incarnation aussi féminine très présente, avec une grande complicité de la part des actrices au fur et à mesure, c'est explorer aussi autre chose et mettre aussi au centre du pouvoir, de ce qui se joue aussi de l'espace féminin, ces femmes. Tu peux parler aussi de cette exploration-là ? En principio surge me llamó la atención
el no conocer los personajes femeninos de las comedias. Me llamó la atención como al ir hacia las obras que uno aunque no haya leído, medio que Otelo sabes, más o menos, ¿no? Algo poquito. De Hamlet también, por más que no hayas visto nunca en teatro, ¿no? Pero que estén tan eclipsadas estos personajes que a mí me habían tocado tan personalmente, me llamó la atención, y esa especie de cortocircuito es lo que me hace dar ganas de poner un foco de luz ahí, ¿no? Entonces, y generar algo con eso. Después, trabajando en las películas, me llamó la atención un poco que las tragedias, que sí trabajan sobre el poder, y las comedias tienden a trabajar sobre el amor, y los dramas tienden a trabajar sobre la historia. Y me interesaban estos relatos sentimentales. En estos relatos sentimentales, las mujeres que lo llevan adelante o que son partícipes principales de eso, tenían una inteligencia, un wit, una cerebralidad, incluso, pensando en Rosalinda, que es el primer personaje que me tomó, que me pareció sulfurante, me pareció espectacular, y me parecía que se podía hacer una película con eso. Y después, nada, me resultaba gracioso, no gracioso, pero me resultó particular que todas las comedias no se llaman como las tragedias y los dramas, se llaman casi todas como con el nombre del protagonista. Las comedias es más raro quién es protagonista, pero hallo que los personajes femeninos son bastante potentes, pero se llaman todas como les guste. Mucho ruido, pocas nueces, Noche de Reyes, no se llaman Viola, Rosalinda, La princesa de Francia, ¿no? Hamlet es Hamlet, Otelo es Otelo, y me pareció como interesante hacer esas inversiones, así como ¿cómo es que no conocía yo antes Rosalinda, ¿no? Como este personaje? Entonces, bueno, vamos a hacer una película y voy a pensar sobre ella y voy a vivir con esto, ¿no? Porque también es eso, ponerse a vivir uno con estos materiales. Y entonces me resultó interesante esta inversión, ¿no? Y que las películas llevaran eso. Todas las películas, yo antes que nada ya sé cómo se llaman, por ejemplo, ¿no? Y eso facilita mover las cosas. Y sí, me parecía que interesante generar estas inversiones y poner el foco en la inteligencia de estas mujeres, que me parece que también es la inteligencia de las personas con las que colaboro. Eso, en principio, como hacer poner la atención ahí, poner el foco ahí, y no tanto en el poder. A veces ya me tienen cansado con eso, como hacer tanto foco en eso. Como, está bien, hay momentos y momentos, pero en ese momento, hace 10 años, esa conexión, como de inteligencia y una idea del amor, por ejemplo. Como perdon, nos salimos del abstracto. Moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment interpellée, c'est le fait que on connaît très peu les personnages féminins de Shakespeare, en fait. C'est-à-dire que même si on ne les a pas lus, on a une petite idée de ce qu'est Othello, on a une petite idée de ce qu'est Hamlet, mais les personnages féminins sont complètement éclipsés dans ce qu'on en sait en général. Et donc c'est pour ça que ça m'a intéressé de mettre la lumière sur ces personnages-là et d'essayer de faire quelque chose à partir de ces personnages-là. C'est-à-dire que dans les tragédies de Shakespeare, c'est plutôt la question du pouvoir qui est explorée. Dans les comédies, une idée de l'amour, et dans les drames, plutôt quelque chose d'historique. Et dans toutes les récits plutôt sentimentaux de Shakespeare, les personnages féminins sont hyper intelligents, sont aussi très cérébrales, intellectuels. Et moi, le personnage qui m'a le plus stupéfait, c'était le personnage de Rosalinda. Et quelque chose qui est assez ironique aussi d'ailleurs, c'est le fait que... Enfin, ironique non d'ailleurs, mais ça c'est... Pardon. Je reviens. Donc en fait, tous les titres des tragédies, c'est les titres des personnages masculins en fait. Donc Othello, Hamlet, etc. Alors que les titres des comédies, c'est pas
De non. C'est pas de non, c'est songe d'une nuit d'été, c'est etc. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu faire cette inversion aussi, et donc par exemple d'avoir Viola et de mettre le nom du personnage féminin dans le titre en fait. Et donc c'est vraiment cette inversion là qui m'intéressait, et voilà, de mettre en lumière l'intelligence de ces femmes, et pas vraiment sur le pouvoir qui est d'habitude ce qu'on a comme idée des œuvres de Shakespeare. Après, il y a des moments où c'est important de parler du pouvoir aussi, mais moi, il y a 10 ans, quand j'ai voulu commencer à faire ça, c'était plutôt cette connexion entre l'intelligence et une certaine idée de l'amour qui m'intéressait d'explorer. Sí, es un detalle, pero que... porque, por ejemplo, también hay mujeres en las tragedias, pero son suicidas, son asesinas, son locas, ¿no? Entonces, como, porque si uno nombra, salís ahora a la calle y preguntás 5 nombres de personajes, o van a ser todos hombres, te van a decir Otelo, y si son mujeres va a ser Ofelia, va a ser Lady Macbeth, digo, que son otro tipo de mujeres, ¿no? Otro tipo y en cambio me sorprendía bastante eso cuando encontré estos otros, o Beatriz, ¿no? En Mucho ruido y pocas nueces, que es espectacular, como me resultó muy estimulante, porque tenían este misterio, tenían este movimiento constante, ¿no? Ofelia termina en un lugar, como Rosalinda no para, ¿no? Incluso en Rosalinda hay algo interesante que es como uno podría, como se come la obra, ¿no? Incluso si uno está pensando en una estructura muy clásica, es un caos, como les guste, o no sé, o La Tempestad, es un caos estructuralmente. Está buenísimo eso, y hay algo ahí que yo creo que en las comedias se conecta con las figuras femeninas, y hay algo de ese caos, de esa falta de clasicismo, que abre y mantiene en movimiento, y me resulta inspirador para lo propio. Dans les tragédies de Shakespeare, il y a aussi bien sûr des personnages féminins, mais c'est toutes des meurtrières, des folles, des personnes qui vont se suicider. Et je suis sûre que si on sort dans la rue et qu'on demande aux premiers venus de citer 5 personnages de Shakespeare, d'abord ils vont citer des personnages masculins, mais éventuellement aussi des personnages féminins, mais ça peut être éventuellement Ophélia ou Lady Macbeth, mais donc c'est un autre type de femme. Et moi, quand j'ai découvert, par exemple, le personnage de Béatrice, j'ai trouvé ça hyper stimulant. Ou par exemple, le personnage de Rosalinda qui n'arrête pas, qui dévore presque en fait l'œuvre. Et d'ailleurs, structurellement, la structure de cette œuvre, c'est un chaos en fait, et ça m'a vraiment fascinée. Et je me suis dit que justement dans ce chaos-là, il y avait de nouveau cette recherche du mouvement qui était ce vers quoi moi j'allais aussi. Sigo. Peut-être je peux faire juste une petite remarque. C'est juste parce qu'on a presque plus de temps, mais ce que je trouve intéressant, c'est que, effectivement, la démarche en soi de mettre la lumière sur ces personnages est passionnante, mais par ailleurs, quand on regarde les films, je trouve que le genre des personnages n'a pas vraiment d'importance. Enfin, moi, je vois ces personnages comme des personnes, mais pas spécialement comme des femmes. Donc, sí. Sí. Ahí está también esa invitación al espectador, donde lo que es más interesante para mí en estos momentos, ¿no? Donde uno intercambia algunas palabras, es qué resonó en cada uno, en cada une, y poder, en ese día de diálogo, en ese día de participación, en ese día de espectador activo, ¿qué quiere decir eso? Es que con algo conectes vos y te lleve para tu mundo, como que la película sea un disparador para que vos armes ciertas ideas o cuestiones ciertas ideas. Entonces, en ese sentido, sí, me resulta interesante escuchar como dónde toca en cada persona. Creo que se dejan esos huecos
¿no? O se crean esas ambigüedades para que justamente la frase sea completada por otro, digamos, ¿no? Como, entonces sí, tampoco es que cuando me pongo a hacer la película pienso como quiero que sea personaje o persona, no, pero al mismo tiempo tengo voluntad de cierta emoción también. Pero también digo que hay muchas maneras, a nosotros cuatro nos van a emocionar cosas diferentes, ¿no? Entonces como la idea de que hay un público general no concuerdo, ¿no? Entonces voy a eso más particular. Y en ese sentido, bueno, quizás es un poco más caótico, la búsqueda es un poco más caótica, es más fallida quizás la búsqueda. Está más en el error, está más en que a veces te pierdo, a veces no te gusta, no sé, pero prefiero ese trabajo descompensado que la idea de poder emocionar a todo el mundo, ¿no? Con la idea de crear, por ejemplo, quizás esta idea que decís vos, como claro, no veo que sea un personaje femenino, como... sí, como que en este diálogo, que el cuerpo del espectador sea una caja de resonancia para lo que la película pueda proponer y que lo que la película pueda proponer sea finalmente algo que propone el espectador, en un punto, en parte. Et donc je pense que là on va revenir à l'idée que mes films peuvent être une invitation à ce que le spectateur soit actif. C'est-à-dire que mes films résonnent différemment en chacun et chacune d'entre nous. Et donc c'est vraiment cette idée de participation, de dialogue. Pour moi, dans un film, il y a un moment où peut-être quelqu'un va être ému, éveillé, un sentiment va s'éveiller chez quelqu'un, ou des idées qu'on va pouvoir questionner, remettre en cause, mais c'est vraiment la sensibilité personnelle de chaque spectateur, chaque spectatrice qui change. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'aime bien cette idée-là aussi de vide ou de trou dans les films, parce que c'est à chacun et à chacune de les compléter. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas en l'idée qu'il y a un public général. Et donc, en fait, je ne pense pas qu'on peut, en tant que cinéaste, avoir l'ambition de générer une certaine émotion dans le public, puisque chaque corps est une caisse de résonance particulière, et donc chaque émotion résonnera différemment en chacun et chacune d'entre nous. Et donc voilà, c'est cette recherche, en tout cas c'est cette recherche que je fais, qui du coup est parfois un peu plus... des fois je me trompe, ou des fois c'est un peu plus tâtonnant, mais voilà, j'aime vraiment cette idée que les corps sont des caisses de résonance, et que le film propose quelque chose, mais qu'au final, c'est le spectateur lui-même qui propose. Gracias. On a dépassé le temps, on est un peu plus de 8 heures. Donc je pense qu'on va clore là maintenant, mais pas notamment une clôture, parce que la programmation ne fait que se poursuivre, avec une projection dès 20h20 en présence de Mathias, qui pourra parler, et il y a d'autres séances aussi qui seront suivies de débats. Donc n'hésitez pas aussi, prenez aussi ce moment d'échange comme des ouvertures. Il y a des clés qui sont offertes, comme des clés de lecture sur ces films. Donc n'hésitez pas aussi à interagir à la fin de ces films, parce que Mathias sera là. Même là, maintenant aussi, il reste aussi à votre disposition pour répondre à vos questions. Je vais juste aussi souligner qu'il y a un superbe article dans le numéro des Cahiers du cinéma, écrit par ma voisine. Donc n'hésitez pas aussi à le découvrir pour poursuivre aussi cette exploration du cinéma de Mathias Pinheiro. Et ensuite, je vous souhaite un très bon festival, une bonne soirée à vous. Merci. Merci.